Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question fondamentale. Mhm. Qu'est-ce que le langage? Bonjour. On a entre les mains une série de conférences du Collège de France qui sont passionnantes parce qu'elles prennent le problème sous des angles complètement différents. Oui, on va se demander comment les langues évoluent, mais pas sur des millions d'années. Non. Culturellement, de génération en génération, on va voir le défi quasi miraculeux que ça représente pour un tout petit enfant. Et puis on va confronter ça à nos intelligences artificielles les plus modernes. Et on va descendre jusqu'au code source, à la structure cachée de la grammaire. C'est un véritable puzzle. On a des pièces qui viennent de la robotique, de la psychologie, de l'IA, de l'analyse de textes anciens. Et notre mission, c'est de voir comment tout ça s'emboîte. C'est ça, on va essayer de tracer une ligne qui relie un robot qui invente des mots, le cerveau d'un bébé qui décolle le monde et un archéologue des textes qui tente de dater l'apparition de la conscience. Un voyage au cœur de ce qui nous rend humains, en somme. Exactement. Et pour commencer, il y a une idée de Luke Stills qui m'a tout de suite frappé. Quand on pense évolution du langage, moi j'imagine le cerveau qui grossit, la biologie, La génétique, oui. voilà. Et lui, il prend le contre-pied total de ça. C'est presque décevant pour les neuroscientifiques, non? Absolument. Stills nous dit « Oubliez le hardware, le cerveau, un instant, et regardez le software, La culture. la culture. » Pour lui, le langage, c'est un système complexe, adaptatif. Ce n'est pas une structure figée, c'est un organisme vivant qui évolue avant tout culturellement pour s'adapter. Il va même jusqu'à contredire Chomsky quand même, hein? Oui, Chomsky qui disait que les langues changent, mais n'évoluent pas vraiment au sens darwinien du terme. Stills dit le contraire. Et les exemples qu'il donne sont très parlants. Le latin, par exemple, n'avait pas d'articles comme le ou un. C'est fou d'y penser. C'est vrai. Et aujourd'hui, toutes les langues romanes, du français au roumain, en ont développé. C'est une pure invention culturelle. Pareil pour les sons nasaux en français, qui n'existaient pas en latin. Exactement. Ou même l'émergence des mots pour les couleurs. Les études montrent qu'ils apparaissent souvent dans le même ordre dans les langues du monde. Ah oui, On commence par une distinction simple, clair foncé, puis le rouge arrive, ensuite le jaune ou le vert. C'est une évolution culturelle qui suit une logique, une pression pour mieux décrire le monde. mais comment est-ce qu'une communauté entière se met d'accord? Il n'y a pas un grand chef qui décrète « demain, on utilise l'article « le ». Non, et c'est là que Stills introduit un concept clé, l'auto-organisation. L'auto-organisation. C'est l'idée qu'un ordre global peut émerger d'interactions purement locales, sans plan central. Comme une volée d'oiseaux? Voilà, il n'y a pas de leader qui crie « à gauche ». Chaque oiseau suit quelques règles simples par rapport à ses voisins, et de là naissent ces formes magnifiques. Donc la langue évolue dans la rue, pas à l'Académie française? En grande partie, oui. Et pour prouver ça, ils ont testé l'idée, avec des robots. Comment ça marche concrètement, un jeu de langage pour robots? C'est fascinant. Imaginez deux robots avec une caméra et un synthétiseur vocal. L'un regarde un objet, disons une tasse rouge, et il invente un mot. N'importe quoi. Oui, Bleedy, par exemple. L'autre robot entend Bleedy, il regarde la scène avec plusieurs objets et essaye de deviner de quoi le premier parlait. D'accord? S'il devine bien, l'association entre Bleedy et la tasse rouge est renforcée dans leurs deux mémoires. Sinon, elle est affaiblie. Et on multiplie ça des milliers de fois? Exactement. Avec toute une population de robots. Et ce qu'on observe, c'est qu'un lexique commun et stable émerge tout seul, spontanément. Ils se mettent d'accord. L'ordre naît du chaos, c'est fascinant. Mais ça, c'est à l'échelle d'une culture. À l'échelle d'un enfant, tout se joue en quelques années. Et là, le défi est immense. C'est ce que nous montre Emmanuel Dupoux. Oui, il appelle ça le problème du bootstrapping, le problème de l'amorçage. Comment démarrer le moteur? Et le problème est double, si j'ai bien compris. C'est ça. D'abord, ce que les linguistes appellent la learnability. L'enfant entend un nombre fini de phrases, souvent imparfaites, mais il devient capable d'en produire une infinité. C'est un saut du fini vers l'infini qui est vertigineux. Et ensuite, il y a le deuxième problème, celui de l'œuf et de la poule. La codépendance. Voilà, pour apprendre les mots, il faut connaître les sons, les phonèmes. Mais pour isoler les sons, il faut déjà avoir une idée des mots. C'est un cercle vicieux. Et ce qui est fou, c'est la résilience de ce système. Dupoux cite cette étude sur le nombre de mots entendus par les enfants. Oui, 40 millions dans un milieu favorisé contre 10 millions dans un milieu plus défavorisé. L'écart est énorme. Et pourtant, à la fin, tous les enfants apprennent à parler. Cette capacité est d'une robustesse incroyable. Et ça, quand on compare aux machines.
Ah, la comparaison est cruelle. Nos systèmes de reconnaissance vocale ont besoin de dizaines de milliers d'heures de données parfaitement transcrites pour fonctionner. Et même là, c'est pas toujours parfait. L'enfant avec beaucoup moins de données et de bien moins bonne qualité fait infiniment mieux. Il y a quelque chose de fondamentalement différent. Et les modèles statistiques simples, eux, se cassent les dents. Complètement. Dupont montre que si on donne de la vraie parole à un algorithme, il trouve bien des régularités. Le problème, c'est que les unités sonores qu'il découvre, ça correspond pas du tout à nos phonèmes. Pourquoi? Parce que le signal acoustique d'un ré, par exemple, peut être totalement différent d'un mot à l'autre. La machine s'y perd, là où le cerveau de l'enfant trouve une constance. Alors, comment y fait l'enfant pour résoudre ce problème de l'œuf et de la poule? L'idée proposée par Dupont est très élégante. Et si le problème était en fait la solution? Il parle de synergie. C'est-à-dire? L'enfant n'apprend pas les choses de manière séquentielle. D'abord les sons, puis les mots, puis la grammaire. Il fait tout en même temps. C'est un peu comme apprendre à jongler. On n'apprend pas d'abord à lancer une balle, puis à la rattraper. On fait tout en même temps. C'est une excellente analogie. Commencer à identifier quelques mots, même de façon approximative, aide le cerveau à mieux catégoriser les sons. Et mieux distinguer les sons aide à mieux trouver les mots. Exactement. Chaque niveau tire l'autre vers le haut. C'est un cercle vertueux qui permet au système de démarrer. Cette efficacité de l'enfant est stupéfiante. Et ça nous amène naturellement à la question, nos IA, nos intelligences artificielles, apprennent-elles vraiment comme nous? C'est ce qu'a testé Marco Baroni. Et ces conclusions sont très éclairantes. On sait que les réseaux de neurones sont impressionnants. Ils battent les humains au jeu de Go, ils traduisent. Mais Baroni met le doigt sur une faiblesse. Le manque de compositionnalité systématique. C'est un grand mot, oui. Mais l'idée derrière est très simple. Expliquez-nous. La compositionnalité, c'est notre capacité à combiner des règles et des concepts. L'exemple de Baroni est parfait. On vous apprend marcher 2 fois et courir 2 fois. D'accord? Puis on vous apprend un nouveau verbe, inventer, daxer. Spontanément, vous savez ce que veut dire daxer 2 fois. Oui, je daxe une fois, puis je daxe une deuxième fois. Logique. Vous avez extrait une règle abstraite. Verbe 2 fois signifie faire l'action, puis la refaire. Et les IA, elles n'y arrivent pas? Pas de la même manière. Dans une de ces expériences, un réseau était excellent pour comprendre de nouvelles combinaisons d'éléments qu'il avait déjà vues. Ok. Mais dès qu'on lui demandait de généraliser à des séquences un peu plus longues que celles de son entraînement, il s'effondrait complètement. Un humain n'a pas ce problème. Au contraire, c'est notre force. Il y a cette autre expérience sur la traduction qui est encore plus parlante. Oui, un système a vu des milliers d'exemples comme I walk, je marche, you run, tu cours. Il a aussi vu I dax. Et donc, logiquement, il devrait pouvoir traduire you dax par tu dax. On s'attendrait à ça, oui. Eh bien, il échoue. Il n'a pas appris la règle de conjugaison. Il fonctionne plus par une sorte de copier-coller statistique de fragments qu'il a déjà vus. C'est incroyable. On a des IA qui créent de l'art, mais elles trébuchent sur une règle de conjugaison qu'un enfant de 5 ans pige en une minute. Ça remet en perspective ce qu'on appelle l'intelligence, c'est sûr. C'est moins un problème de puissance qu'un problème de nature de l'apprentissage. C'est exactement ça. Elle interpole très bien, mais elle extrapole très mal. C'est une différence fondamentale. On vient de voir que le langage révèle les limites de l'IA, mais peut-il aussi révéler quelque chose sur notre propre histoire? Sur l'évolution de notre esprit? C'est le pari fou de Mariano Sigman. C'est une approche radicalement différente, oui. Il part de la théorie très audacieuse de Julian Jaynes. Ah oui, la théorie selon laquelle la conscience introspective, cette petite voix dans notre tête, serait une invention culturelle très récente, d'environ 3000 ans. Attendez, l'idée que les héros de l'Iliade étaient, en gros, schizophrènes et entendaient des voix, c'est une théorie extrêmement provocatrice. Est-ce qu'on la prend en sérieux? C'est une excellente question. La théorie de Jaynes elle-même est vue avec beaucoup de scepticisme. Mais ce qui est brillant dans la démarche de Sigman, c'est qu'il ne demande pas de croire Jaynes sur parole. Il se dit « Cette hypothèse est tellement folle qu'elle est testable. » Testable? Comment? Si Jaynes a raison, on devrait pouvoir mesurer une évolution dans les textes au fil des siècles. On devrait voir ce discours intérieur émerger. Mais comment on mesure l'introspection dans un texte vieux de 3000 ans? C'est là que la méthode est astucieuse. On ne compte pas les mots. À la place, ils ont construit ce qu'on appelle un espace sémantique. Une sorte de carte des mots? Voilà, une carte où la distance entre les mots représente leur proximité de sens. Cette carte est créée en analysant des milliards de pages de texte.
On peut ensuite prendre n'importe quel texte, comme l'Iliade, et voir où il se situe sur cette carte. Proche du pôle action, combat, ou du pôle doute, réflexion. C'est ça. Et là, les résultats sont... Ah, c'est dingue. Le résultat est stupéfiant. En analysant des textes sur 2500 ans, ils observent une progression d'une clarté absolue. Siècle après siècle, le centre de gravité des textes se déplace lentement, mais sûrement, vers le pôle de l'introspection. Et le plus fascinant, c'est l'analyse sur le XXe siècle. Oui, c'est un test supplémentaire. Il a appliqué la même méthode et a observé que la tendance se poursuit, mais avec deux creux très nets. Qui correspondent aux 2 guerres mondiales. Précisément. C'est vertigineux. Comme si le traumatisme collectif nous rendait moins tournés vers nous-mêmes. Et que ça se reflétait immédiatement dans notre culture. C'est fou. On a voyagé dans le temps, comparé l'homme à la machine, et si on revenait au cœur du réacteur, à la mécanique même de la phrase, avec Luigi Risi, Oui, à la créativité syntaxique. Comment est-il possible qu'on puisse produire et comprendre des phrases que personne n'a jamais entendues? le mystère fondamental. Et la réponse, selon Risi, ne se trouve pas dans l'ordre linéaire des mots, comme les perles d'un collier. Elle est dans la structure hiérarchique cachée, comme les branches d'un arbre. Il donne un exemple de règle de localité qui est un peu abstrait. Tentons de le rendre concret. Il existe une règle qui nous empêche de poser une question sur un élément si le chemin est bloqué par un autre mot interrogatif. D'accord. Je peux dire « Qui penses-tu que Marie a vu ?» C'est parfait. Oui. Mais essayer de dire « Qui te demandes-tu qui a vu ?» Qui te demandes-tu qui a vu? Ah oui, ça sonne complètement faux. Mon cerveau refuse. Il y a un bug. C'est ça, une règle de structure. Ça ne se mesure pas en nombre de mots, c'est leur position dans la hiérarchie qui crée le conflit. Le premier qui bloque le second. Exactement. Et Risi et ses collègues ont passé des années à établir une cartographie de ces positions. Ils ont découvert que la structure est bien plus riche qu'on ne l'imaginait. Il n'y a pas juste sujet, verbe, objet. Non, il y a toute une série de positions fonctionnelles pour marquer le temps, le sujet de la conversation, l'information nouvelle. Et le plus incroyable, c'est que cette cartographie serait universelle. C'est le point crucial. L'ordre des mots peut être l'image miroir du français, en japonais par exemple, mais la hiérarchie sous-jacente des positions, elle semble être la même partout. C'est comme si toutes les langues étaient construites sur le même châssis. Et de là découlent des contraintes universelles, comme cette histoire de topic et de focus. Oui, pour simplifier, le topic, c'est ce dont on parle, le décor, le focus, c'est l'info nouvelle. L'élément mis en lumière. Voilà. Dans « C'est Marie qui a mangé la pomme », Marie, c'est le focus. Or, un principe quasi universel, c'est qu'une phrase peut avoir plusieurs topics, mais un seul focus. Et pourquoi? L'explication est logique, le focus est par définition ce qui est nouveau, et il présuppose que le reste est connu. On ne peut pas logiquement présenter 2 informations nouvelles en même temps. Ce serait comme allumer 2 projecteurs sur 2 acteurs différents en même temps. C'est une très bonne image. La structure syntaxique universelle semble donc être le reflet de contraintes cognitives et logiques fondamentales. Donc, que je parle français, japonais ou swahili, mon cerveau organiserait l'information selon la même hiérarchie cachée. C'est fascinant. On a commencé avec l'idée d'une langue qui évolue comme un organisme. On a vu le puzzle incroyable que le cerveau d'un enfant résout avec une efficacité qui ridiculise nos IA. Et on a vu que ces IA sont des imitateurs statistiques hors pair, mais qu'elles peinent à saisir des règles abstraites. On a ensuite utilisé la langue comme une sonde pour observer l'émergence de notre propre conscience. Avant de plonger dans l'architecture universelle et invisible qui sous-tend chacune de nos phrases. Toutes ces approches des robots anciens semblent converger. Elles nous montrent que le langage n'est pas juste un outil. Il est, d'une certaine manière, l'échafaudage même de notre pensée. Et tout cela nous laisse avec une pensée à méditer. Si nos intelligences artificielles les plus avancées, nourries de la quasi-totalité du savoir humain, peinent à généraliser une règle aussi simple que faire quelque chose 2 fois à un nouveau verbe, cela ne suggère-t-il pas que le véritable secret de l'intelligence humaine ne réside pas dans la reconnaissance de motifs, mais dans cette capacité peut-être plus simple mais fondamentale à extraire des règles abstraites du monde, et si c'est le cas, comment diable une telle capacité a-t-elle pu évoluer?